Cette émission est une présentation de Thermomix Canada. Thermomix, l'appareil pour la cuisine du professionnel ou du débutant. Je suis Michèle Réaume et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour tout le monde, bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle d'allergies et d'intolérance alimentaire, mais surtout, on leur fait un pied de nez avec deux super recettes, des pâtes à l'avocat suivies d'un pain choco-orange. Je voulais débuter par faire la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire. Quand on parle d'allergie de type 1, on parle d'anticorps IgE, donc des anticorps bien spécifiques dans le corps qui vont amener une réaction immédiate. Donc, vous pouvez avoir des plaques sur la peau. Il est possible malheureusement aussi que vous ayez un choc anaphylactique. Donc, au niveau des muqueuses, il y a un gonflement et que vous ne soyez plus capable de respirer. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, c'est des allergies qui sont quand même graves. Il faut vraiment faire attention, entre autres, à la contamination croisée en cuisine. Et c'est des allergies qu'on va diagnostiquer souvent avec des tests cutanés. Pour les intolérances, la réaction est sur une période plus longue souvent, donc ça peut aller jusqu'à 72 heures après la consommation de l'aliment. Et ça complique les choses parce que c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qui nous a fait réagir. On peut avoir de la diarrhée, de la constipation, des plaques sur la peau, de l'eczéma, du psoriasis. Donc, c'est moins évident à cibler. Les allergènes principaux qu'on retrouve pour les allergies de type 1, donc qui nous font réagir tout de suite, c'est souvent les crustacés, les noix, les produits laitiers. On a aussi le blé, le gluten. Pour les intolérances, on voit aussi les mêmes produits souvent qui sont problématiques, donc les noix, les œufs, les produits laitiers. La bonne nouvelle pour les allergies de type 1, donc les réactions immédiates, c'est que chez certains enfants en bas âge, les allergies vont se résorber avec le temps. Je pense entre autres aux œufs et aux produits laitiers. On voit souvent des enfants qui les perdent avec le temps. Donc ça, c'est un plus. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler avec des recettes qui nous permettent d'éliminer la plupart des allergènes. Donc, on n'aura pas de produits laitiers, pas de soya, pas de maïs, pas de noix, aucun gluten, aucun blé, mais ça ne changera pas que nos recettes vont être absolument délicieuses. Je poursuis en vous présentant des produits que j'aime tout particulièrement. La bonne nouvelle, c'est que quand on va en épicerie maintenant, on trouve toutes sortes de produits qui peuvent nous aider à remplacer justement les produits laitiers, les noix, les produits avec gluten ou blé, donc les farines, les pâtes. Et ils sont de plus en plus faciles à trouver. On n'est pas obligé d'aller dans des petites épiceries spécialisées toujours. Il y a vraiment des épiceries, des grandes chaînes qui les gardent sur les tablettes. Alors, je vous présente mes produits fétiches aujourd'hui. Je débute avec un beurre de graines de citrouille. Je vais vous le mettre du côté français. Toujours plus intéressant. Les noix, évidemment, qui sont un allergène très classique, très fréquent. Donc, dans les beurres, si on veut remplacer le beurre d'arachide aussi, qui est un autre allergène fréquent, on a des beurres de graines de tournesol et de graines de citrouille qu'on trouve facilement, qui peuvent être une bonne alternative. Évidemment, ça aussi, on peut le faire à la maison. C'est très simple. Je vous montre au niveau produits laitiers. On a vraiment des belles marques. Et là, je commence avec mon grand coup de cœur, Veg Nature, Nancy Grenier, qui fait des faux fromages de chèvre, donc des fromages qu'on appelle à base de cachou. Donc là, c'est sûr qu'il faut faire attention pour les gens qui sont allergiques aux noix. Il y a des cachous dans les fromages de Nancy, mais ils sont délicieux. C'est vraiment, je vous dirais, de tous les produits sans allergènes, c'est celui qui ressemble le plus à l'original. On se croirait vraiment avec un produit à base de fromage de chèvre. Et ici, c'est herbes de Provence et oignons, mais il y a différentes saveurs, donc je vous le conseille fortement. Délicieux sur des craquelins, sur des pâtes aussi.
Je vous présente une super belle compagnie québécoise aussi, les pâtes Gogo Quinoa. Aujourd'hui, c'est les pâtes dont on va se servir pour notre recette. Celui-là, c'est un spaghetti. On a des pâtes courtes aussi. Donc, c'est une pâte à base de riz brun et de quinoa. Moi, je les adore parce que quand je les ai découvertes, j'ai réalisé qu'on ne voyait absolument pas la différence avec une pâte régulière. Et j'ai fait le test à l'aveugle avec des gens qui ne savaient pas ce que je leur servais et ils n'ont rien vu aller. Alors, je vous les conseille fortement. On revient du côté produits laitiers. La compagnie Deya. Je vous présente deux produits différents. Le premier, c'est un yogourt, un faux yogourt finalement. Celui-là est aux cerises. Il y a différentes saveurs. Encore là, un très beau produit pour les gens qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers. C'est à s'y méprendre pour les gens qui peuvent en consommer. Là, si vous faites le test, moi, je les ai trouvés délicieux. Et donc, on a le petit yogourt ici, mais dans la même marque, je vous présente aussi un autre fromage, si je peux dire, un autre fromage végétalien. Donc, celui-là, c'est à saveur de mozzarella et c'est des copeaux, donc ils font plus facilement. Pour les pizzas, si vous faites des nachos aussi, il est hyper intéressant. Et là, je vais vous parler aussi de quelques farines qui peuvent être des bonnes alternatives si vous êtes allergique au blé ou au gluten. Et là, mon conseil, c'est d'être ouvert et de faire des tests parce que ce n'est pas toutes les farines qui vont goûter la même chose. Dépendant de vos goûts et dépendant de ce que vous cuisinez, ça va dépendre. Je vous donne des exemples. On a de la farine de lentilles, on a de la farine d'amarante, de riz brun, de pois chiches, mais aussi on a des farines qui sont déjà mélangées. On a des compagnies, je pense entre autres à Bob's Red Mill, qui fait une farine tout usage, donc qui est une farine sans gluten, sans blé. On mélange, leur mélange, eux, contient, si je me souviens bien, du tapioca, entre autres, de la farine de pois chiches et de pommes de terre. Et en ayant un mélange déjà fait, c'est plus facile de créer un pain ou un gâteau qui va bien lever et qui va avoir un goût intéressant, qui n'aura pas un goût trop fort. On a aussi des belles marques québécoises qui font des mélanges déjà faits aussi. Donc, je vous conseille vraiment de vérifier à votre épicerie ou votre magasin d'aliments naturels qu'est-ce qui est disponible parce que les mélanges déjà faits sont particulièrement intéressants si vous débutez la pâtisserie sans gluten. Personnellement, je trouve que c'est une alternative plus facile. Sinon, vous pouvez vous lancer et faire vos propres mélanges à la maison. Vous pouvez entre autres utiliser, je pense, à la farine de haricots noirs si vous faites des recettes salées. Hyper intéressant pour les recettes mexicaines et les pains, entre autres. Donc, lancez-vous et faites des tests, vous allez trouver le mélange qui vous convient. Avant de se lancer en cuisine, je veux vous proposer des lectures qui ont été des coups de cœur pour moi et que j'ai trouvées à la bibliothèque. C'est des livres qui sont disponibles évidemment en librairie aussi. Je débute avec le livre qui s'appelle « Les intolérances alimentaires, cuisiner gourmand autrement ». Celui-là, je l'ai particulièrement aimé parce que la pâtisserie, c'est de la chimie. Hein? Et quand on débute et qu'on cuisine sans gluten, sans œufs, entre autres, on peut avoir des petits problèmes lorsqu'on commence. Alors ça nous donne vraiment, ce livre-là nous donne des trucs super pour modifier les recettes et on s'initie vraiment au rudiment de la cuisine sans gluten, des pâtisseries sans gluten en particulier. Donc, excellent pour ça. Le deuxième que je vais vous proposer, c'est un livre québécois en plus. C'est peut contenir des traces de bonheur. En plus, le titre est vraiment mignon. Lui, je l'ai aimé pour le côté visuel. Évidemment, le contenu y est, mais pour les images, pour tout le contenu qui est bien expliqué, qui est bien illustré, entre autres. Gros coup de cœur de ce côté-là, donc je vous le conseille fortement. Et ce livre-là, entre autres, a été fait en collaboration avec l'Association québécoise des allergies alimentaires. Donc, le côté théorique est bien expliqué aussi. C'est pas redondant, c'est pas ennuyeux. Je vous le conseille. Troisième livre, bien intéressant pour les classiques qui normalement contiennent des produits laitiers. Il s'appelle justement « Cuisiner sans produits laitiers ». On a les quiches, les crèmes brûlées, les potages, les gâteaux au fromage, donc au fromage dans ce cas-ci. Super beau livre pour les amateurs de produits laitiers qui ne peuvent plus s'en permettre. Et le dernier livre que je vous présente, mon coup de cœur ultime, c'est « Allergique et gourmand » de Dominique Seigneur. Dominique qui est la responsable des communications chez Allergie Québec et elle-même est mère d'un enfant qui est polyallergique, donc qui a plusieurs allergies. Ce livre-là, c'est mon coup de cœur ultime, tout d'abord parce qu'il est hyper généreux, on a presque 200 pages. Il contient toutes sortes de recettes modernes. Je dis modernes parce que le livre vient d'être publié récemment, en avril 2017, et vraiment, on utilise les produits qu'on retrouve depuis peu en épicerie et les recettes sont intéressantes. On n'est pas dans les vieux classiques revisités.
super intéressants, entre autres au niveau des fromages végétaliens qu'on peut faire nous-mêmes à la maison. Et d'ailleurs, il y a une des recettes de Dominique qui m'a inspirée pour modifier ma recette de pâte qu'on utilise aujourd'hui, ma recette de pâte à l'avocat. Et donc, je vous conseille vraiment ce livre-là. Il est beau visuellement, les recettes sont intéressantes. On a une belle variété, autant de l'entrée jusqu'au repas principal, le dessert, très complet. Alors, on se prépare et on se lance en cuisine avec nos pâtes à l'avocat suivies de notre pain choco à l'orange. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, on se lance dans notre recette de pâtes à l'avocat et aux légumes grillés. Cette recette-là, c'est un mélange de deux recettes. Je vous parlais tout à l'heure d'un des livres fétiches que j'ai lu de Dominique. Et donc, une de ces recettes est une recette de pâtes avec une sauce crémeuse qui contient des petits pois, de l'avocat. Et moi, j'avais déjà une recette que j'ai créée il y a quelques temps pour une retraite de yoga. Et je l'ai fait avec des pâtes sans gluten et j'utilisais des légumes grillés. Donc, j'ai fait un mélange de ces deux recettes-là et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour cette recette-là, je vais faire confire de l'ail. Je vous explique comment je le fais. J'ai pris une tête d'ail et j'ai coupé le dessus. Je vais utiliser de l'huile d'olive et du papier aluminium. Donc, je vais installer ma gousse au centre de mon papier d'aluminium et je vais venir mettre beaucoup d'huile. Là, on peut vraiment être généreux. On veut bien enrober. Je vais vous montrer pour qu'on voit bien. L'intérieur de la gousse est vraiment enduit d'huile d'olive. Donc, je vais refermer. On le met en papillote finalement. Et je vais mettre au four à 400, environ 25 minutes. Ce qu'on veut, c'est que les gousses d'ail soient bien tendres. Alors, au four. Et en même temps, pendant que notre four est déjà chaud, on va faire griller des légumes. Pour cette recette-là, moi, j'aime beaucoup les asperges, les tomates cerises et le fenouil. Évidemment, vous pouvez changer les légumes dépendant de vos goûts. Et donc, ce que je viens faire, encore là, on va utiliser l'huile d'olive. Je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Et on va envoyer au four en même temps que notre ail. On va les surveiller, mais 20-25 minutes, un peu le même temps que l'ail finalement. On va les laisser griller. Et n'ayez pas peur, c'est pas grave si ça brûle un petit peu. C'est particulièrement délicieux. Donc, on les surveille, mais on n'a pas peur de les laisser bien griller. De toute façon, on va avoir des légumes crus dans notre sauce, d'autres légumes qu'on utilise. Donc, les vitamines minéraux qu'on perd dans la cuisson ici, on les récupère avec le cru ailleurs. Donc, on a notre ail et nos légumes au four. On va commencer par faire griller un oignon. Donc, puisqu'on est à une température plus élevée, je vais utiliser une huile d'avocat qui reste stable à une haute température. Souvent, j'utilise de l'huile de coco, mais là, puisqu'on est un petit peu chaud, on va descendre un petit peu notre feu pour pas que notre huile est trop chaude. Sinon, j'aime l'huile de coco, mais pour une recette comme ça, où on est du côté un petit peu plus italien, je préfère l'huile d'avocat. Alors, on fait attention quand c'est chaud comme ça. Je commence à faire sauter mon oignon. Et là, ce qu'on va faire, on va le laisser aller un tout petit peu, juste des dégâts. Et pendant que ça cuit, on va commencer à mettre certains de nos ingrédients dans notre mélangeur. On va venir ajouter nos oignons à ce mélange-là tout à l'heure. Encore là, c'est pas très grave s'il est très chaud. Inquiétez-vous pas. Ça va être délicieux. Alors, je laisse aller mon oignon un petit peu. Et pendant ce temps-là, je m'en vais du côté de mon mélangeur. On va y aller avec nos légumes de base qui font que notre sauce est crémeuse. Donc, j'utilise entre autres une boîte de conserve de petits pois. Je vais mettre aussi une bonne poignée d'épinards. Encore là, vous pourriez utiliser d'autres légumes, comme je dis toujours. Allez-y avec ce que vous avez à la maison. Je garde un œil sur mes petits oignons sur le côté, mais ça va bien. Ensuite, je vais mettre un avocat. Un avocat bien mûr pour ma sauce. Et voilà. Quand il est bien mûr, on fait juste pousser dessus. Même pas besoin de cuillère, ça sort tout seul. On va venir mettre le jus d'un demi-citron aussi.
Oups. On a un citron qui fuit. Et voilà. Et là, je reviens à mon oignon un instant. Ce que je veux faire, pendant qu'on poursuit avec le mélangeur, je vais juste venir déglacer un petit peu avec du vin blanc. Et là, ça chante. Notre oignon chante. Et voilà. On va l'oublier encore un petit peu pendant qu'on termine avec notre mélangeur. Là, je vais vous parler de la levure alimentaire. Je vais venir mettre 2 cuillerées à soupe de levure alimentaire. J'adore ce produit-là parce que c'est bon pour la santé. Premièrement, il y a beaucoup de protéines et de la vitamine B12 qui est une vitamine très importante pour nous, évidemment, et qu'on retrouve un peu moins pour les végétariens et végétaliens parce qu'en général, on la retrouve dans la viande. Donc, je l'utilise ici, oui, pour le côté santé, mais pour le côté texture aussi, ça donne un côté fromager. Donc, quand on ne peut pas utiliser de produits laitiers, j'adore utiliser de la levure alimentaire. Pour vos sauces, ça, c'est super. Mon oignon s'en vient bien. Ce que je vais faire pendant que je poursuis au mélangeur, je vais tout simplement fermer le feu. On l'oublie un petit peu ici. Donc, pour notre sauce, on ajoute la base d'huile d'olive. J'ai pris 3/4 de tasse d'une bonne huile d'olive vierge. On préfère toujours les huiles pressées à froid, biologique évidemment aussi. Donc, on a notre huile d'olive. Moi, j'aime aussi un peu de vinaigre balsamique. Vous pouvez prendre rouge ou blanc aussi. On a des bons vinaigres balsamiques faits ici au Québec, entre autres par Maison d'Orphée. Là, j'y vais à l'œil, mais c'est environ un quart de tasse. Ça dépend de vos goûts aussi. Et le vinaigre balsamique, vous pourriez en rajouter à la toute fin. Un beau filet là, sur vos pâtes, c'est excellent dans cette sauce-là. Donc, on va venir ajouter nos oignons à notre sauce ici. Et là, on a fait de l'ail confit, hein? Mais des fois, si vous n'avez pas le temps ou ça vous tente tout simplement pas de faire confire votre ail cette journée-là, vous auriez pu faire sauter une gousse d'ail avec votre oignon. Le résultat va être très intéressant aussi. C'est juste que l'ail confit, moi, je trouve qu'il y a un petit goût sucré qui est vraiment intéressant, qui donne un petit punch particulier à la recette. Donc, on a nos ingrédients pour la sauce ici. On va venir mélanger. Donc ça va être vraiment la base de notre sauce. Oh, j'ai triché, j'ai oublié. On va mettre notre ail confit. Là, c'est sûr que j'ai triché avec la magie de la télévision. J'avais déjà mes gousses confites. Alors, ça dépend de votre goût. Moi, je suis très ail. Ça dépend aussi si vous avez un rendez-vous galant le soir même. Mais l'ail confit est vraiment plus facile à digérer et il est vraiment moins fort. Ça, je vous le dis, là, je vous parlais du petit goût sucré. Moi, je vais mettre 2 gousses qui ont été confites. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts. Et ça se garde bien aussi au frigo, hein. Donc là, j'ai fait une tête complète. Là, je ne perds pas ce qui me reste. Je vais le remettre au frigo. Là, je le remballe sommairement, mais je vais le remballer et je vais utiliser le reste plus tard. Alors, là, on part pour de vrai. On se lance. On va mélanger ça. Et encore là, comme je vous dis souvent, si vous aimez les textures un petit peu plus moelleuses, un petit peu plus lisses, vous pouvez laisser aller le mélangeur plus longtemps. Sinon, des fois, quand on aime avoir une petite bouchée plus croquante, on peut le faire moins longtemps. Et là, rapidement, je l'arrête juste pour aller racler les bords. Mon Dieu, elle est déjà magnifique. Ça va tellement vite, c'est fou. J'ai quelques petits oignons, à peine, et moi, je décide de la garder comme ça parce qu'elle est déjà magnifique. Je ramène ma poêle qui est encore chaude. Et là, ce qu'on va faire, c'est ça, j'aime ça, avoir le petit oignon croquant des fois qui reste. Je viens tout simplement mettre ma sauce ici comme ça. Ma poêle est encore chaude. Bon, on se battra avec le mélangeur tout à l'heure. Je vais la repartir assez bas quand même, juste pour dire que je garde ma chaleur. Donc, j'ai ma sauce. Je viens mettre mes pâtes. Là, j'ai triché. J'ai fait cuire mes pâtes à l'avance. Donc, c'est les pâtes que je vous ai présentées plus tôt aujourd'hui, les pâtes de quinoa et riz brun, qui vraiment, c'est à s'y méprendre. On dirait que c'est des pâtes régulières. Ça ne goûte pas la pâte brune. En plus, même si vous les oubliez un peu, ce que j'ai réalisé avec ces pâtes-là, c'est que même quand on les oublie un peu, elles restent al dente. La cuisson, on dirait, reste parfaite en tout temps. Donc, moi, j'adore. Donc là, je commence à mélanger mes pâtes avec ma sauce. Et
ce que je vais faire, c'est là que je vais aller chercher mes légumes grillés. Moi, vous voyez, je suis type sauce, là, j'ai mis presque toute la sauce que j'avais. Ça m'en a fait beaucoup pour la quantité de pâte. C'est pas très grave, vous ajustez selon vos goûts. Je pourrais refaire un peu de pâte au besoin. Et là, j'ai mes asperges, mes tomates et mon fenouil qui ont bien grillé. Comme vous voyez, je vous disais, ayez pas peur là, que ça soit bien grillé. Mon fenouil est bien grillé. Donc, je vais venir chercher mes légumes, mes beaux légumes grillés. Ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. Je vais utiliser ma technique paresseuse. Oups, comme ça. Et voilà. Et je viens mélanger. Regardez ça, si c'est beau. Une belle sauce avec notre ail confit, un peu sucré. Donc, je prends le temps de mélanger ça et je me fais un peu de place. On va se préparer un beau plat de pâtes. Je vais vous montrer une fois terminé et assaisonné là, ce que ça donne. Alors voilà, on a notre résultat final avec nos légumes grillés, notre sauce crémeuse qui est vraiment délicieuse. Moi, je vais ajouter un peu de basilic. J'adore le basilic ciselé, c'est parfumé. Donc, évidemment, vous pouvez y aller avec les herbes que vous aimez. Un petit extra poivre. Je n'ai pas ajouté de sel tout simplement parce qu'avec le citron, moi, je trouve que c'est bien parfumé. Comme ça, on dirait que ça coupe, on n'a pas besoin de sel. Note pour vous, si vous aimez les cœurs d'artichaut, c'est excellent dans cette recette-là. Si vous n'avez pas d'allergie aux noix, les noix de pin, c'est excellent. Et le fromage de chèvre peut être très bon aussi si vous êtes à l'aise avec les produits laitiers. Alors, on est de retour pour notre pain au chocolat et à l'orange. Ce qui est génial avec cette recette-là, c'est que vous pouvez, oui, l'utiliser pour le dessert, mais c'est vraiment une collation santé aussi, donc ne vous sentez pas mal de le prendre en collation. Alors, je débute tout d'abord en faisant chauffer de la crème à base de coconut, donc de noix de coco. On a de plus en plus de produits pour remplacer la crème, donc la crème 35% là, à base de produits laitiers. Et souvent, les produits qui sont utilisés sont entre autres le soya, mais je sais qu'on voit beaucoup d'allergies au soya, donc aujourd'hui, j'ai utilisé la noix de coco. Alors, j'en ai fait chauffer à feu très, très bas. Et je garde le feu bas. Vous pouvez le faire en bain-marie aussi. C'est que je veux faire fondre du chocolat 70%. Donc, j'y vais, je vais le mélanger doucement. Et je vais le garder vraiment très, très bas. On va commencer à utiliser notre mélangeur entre-temps. Je le mets au plus bas même. Parce que du chocolat, ça peut vraiment brûler très rapidement. Vous voyez même que là, présentement, là, il est déjà pratiquement fondu. Donc, ce que je vais faire, même sachant qu'il a atteint une belle température, je vais complètement l'enlever du feu. On va l'oublier pendant qu'on prépare le reste de notre base pour la recette. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est utiliser une banane. Les bananes, c'est super parce que ça donne un petit goût sucré, mais ça peut aider à remplacer le gras aussi dans vos recettes. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le bol de mon mélangeur. Je vais tout simplement aller me chercher une fourchette. Et je vais écraser ma banane à la main légèrement. Je vous le montre. Je le fais rapido. Et donc, comme je disais, c'est ça. Si vous voulez couper dans les quantités d'huile, de beurre dans vos recettes, la banane est une belle alternative. Et en plus, c'est sucré. Plus la banane est mûre, plus ça va être sucré. Donc, je garde ma base de banane. Et là, je viens ajouter de l'huile de coco. Là, je l'ai fait fondre parce qu'on veut qu'elle se mélange bien à notre mélange. Donc, notre huile de coco. On vient aussi mettre un peu de sirop d'érable. Là, j'ai utilisé un quart de tasse. Donc, dans tout notre pain, on a seulement un quart de tasse de sirop d'érable, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'un sucre raffiné. Notre autre forme de sucre, c'est notre banane. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on n'a pas à se sentir mal. Là, ce que j'ai fait pour remplacer les œufs, parce qu'on est sans allergène aujourd'hui, c'est que j'ai fait des œufs de chia. Pour faire un œuf de chia, on utilise une cuillère à soupe de graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau. Donc là, j'ai doublé la recette parce que je voulais avoir l'équivalent de 2 œufs. Et je vous montre la texture après environ 10 minutes. On le laisse sur le comptoir, on l'oublie, là, ça fait un 10 minutes pile. Regardez, c'est vraiment gélatineux. Donc, on a vraiment une belle texture liante. C'est ce qu'on va chercher avec nos œufs de chia. C'est le côté liant qu'on aurait avec les œufs réguliers. Donc, je viens remplacer mes œufs par mes œufs de chia. J'ajoute ça ici. Donc, c'est vraiment une recette classique, hein? Les produits humidifiants, les ingrédients humides. Ensuite, on va ajouter le sec. Je mets un petit peu de vanille qui donne l'impression encore là d'être sucré. Et puisque notre chocolat est déjà fondu, ça a été super rapide. Alors,
je viens ajouter mon chocolat à mon mélange. Et là, on va mélanger tout ça avant d'aller préparer nos ingrédients secs. Donc, un petit coup de batteur. Et voilà, donc c'est pas compliqué, je peux vous montrer ce qu'on a comme résultat ici. On va faire un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le résultat. Donc, on a notre mélange d'ingrédients humides. Et de l'autre côté, j'ai mes ingrédients secs. On va venir mélanger. J'ai une farine sans gluten. On a parlé de compagnie québécoise tout à l'heure. J'ai oublié, je voulais vous nommer l'Angélique. Vraiment, là, super belle compagnie qui fait un mélange sans gluten extraordinaire, tout usage. Alors, cacao, parce qu'on veut un double chocolat. Cacao, farine sans gluten, poudre à pâte. Un petit peu de cannelle encore. On veut que ça soit un peu sucré. Et une pincée de sel. Et là, je mélange rapido pour activer ma poudre à pâte. Et je viens tout simplement ajouter mes ingrédients humides. Alors, à ce stade-ci, on ajoute le zeste d'une orange. Alors, on mélange. Et je ne mélange pas trop. Quand on n'a pas de gluten, on veut seulement bien humidifier nos ingrédients secs. C'est là qu'est le secret si on veut que notre pâte soit agréable et que ça ne devienne pas trop élastique. Alors, je vais le mettre dans mon moule que j'ai préparé. Je vais mettre ça ici dans mon moule et on va le mettre à 350 pendant environ 30 à 35 minutes. Ça dépend de votre four. Assurez-vous que le centre est moelleux encore, là, presque humide. Alors, je vous reviens avec le résultat final. Ce gâteau-là, je vous dirais que c'est la rencontre entre un pain aux bananes, un brownie et un biscotti italien. Collation idéale, dessert aussi. Et je vais vous proposer sur ma page Facebook une crème fouettée à la noix de coco, donc sans allergène encore une fois, qui s'accorde merveilleusement bien avec ce pain-là. La semaine prochaine, on parle d'alimentation optimale pendant la grossesse, donc appel à toutes les futures mamans. On vous attend pour la semaine prochaine. Bonne semaine! Thermomix Canada, commanditaire officiel de Manger Santé, vous a présenté cet épisode. Retrouvez plus d'informations sur thermomixcanada.ca.